Et en conclusion de ce cours sur les mobilités en Afrique australe, et en conclusion du cours d'histoire géo de toute l'année, je vais faire le vieux con prof de géo qui raconte ses vacances avec les souvenirs de mes vacances de 2002, je crois, en Afrique australe. Le séjour, il est en rouge sur la carte, donc ça concerne Zimbabwe jusque Botswana, traversée du Botswana, traversée un petit peu du nord de l'Afrique du Sud, arrivée au Swaziland, le Mozambique sur la côte, puis retourner au Zimbabwe et à la capitale Harare. Je vais vous donner quelques éléments sur le tourisme dans ces régions et aussi quelques éléments un peu historiques, économiques sur cette zone dans laquelle j'ai pu voyager. Alors, notre séjour avait commencé au Zimbabwe parce qu'on y rejoignait un copain prof de SVT qui travaillait là-bas, dans la capitale Harare. Il était prof dans l'école française de Harare. Et pour donner déjà une idée du différence de niveau de vie, qui est très fort, et ben en arrivant, il a récupéré la maison d'un ancien prof qui était parti, et la maison c'était une maison avec une grande propriété tout autour, et puis il y avait un jardinier, puis il y avait une femme de ménage qui allait avec la maison, voilà, un mode de vie auquel les profs sont pas habitués, je vous assure, en France en temps normal, et ça se situait dans un quartier plutôt riche du coup, avec, je crois me souvenir, mais je suis pas sûr, quand même une population blanche un peu plus nombreuse qu'ailleurs. Et donc le Zimbabwe, ça a été une colonie britannique pendant très longtemps, même jusque 1980, pardon, officiellement l'indépendance du Zimbabwe. Et c'était quasiment une colonie possédée par une personne, Cecil Rhodes, et on l'appelait la Rhodésie longtemps, parce que c'était lui qui avait dirigé la conquête pour les Britanniques et il était devenu un peu le gouverneur de ce territoire-là, c'était un peu sa possession personnelle en quelque sorte. Et donc ça a mis très longtemps à être décolonisé. Le point commun un peu, c'est avec l'Afrique du Sud, c'est qu'il y avait du coup une implantation d'une population européenne blanche assez importante. Et comme ils ont eu leur indépendance tard, en 1980, les tensions raciales n'ont pas complètement disparu au Zimbabwe. Et notamment à l'époque où on y était, le dictateur de l'époque, Robert Mugabe, qui était déjà depuis 1980, ça faisait donc 22 ans qu'il était au pouvoir, et il a quitté le pouvoir seulement il y a 2 ou 3 ans, je crois. Il a été démissionné. Donc ça a été le plus vieux dirigeant du monde. Il est resté pendant des dizaines d'années au pouvoir. Et à l'époque, il menait une politique de réforme agraire, c'est-à-dire qui consistait à redistribuer les terres de certains grands propriétaires blancs aux noirs, en disant qu'il faisait de la justice sociale, mais en réalité, ce qu'il faisait, c'est qu'il distribuait les terres des grands propriétaires agriculteurs blancs, il les distribuait à des militaires pour avoir leur soutien, qui n'étaient pas agriculteurs, qui ne savaient pas faire. Et donc la terre n'était pas exploitée souvent, et il y avait une situation de quasi-famine dans le pays, ça dépendait des endroits, pas là où nous on était, mais sinon il y a des gens qui avaient vraiment faim à l'époque, et globalement la nourriture essentielle des gens c'était la farine de maïs, le satzat, qui était un peu la base de leur alimentation, ils ne pouvaient pas se payer beaucoup plus. D'autant plus qu'à la même époque, Robert Mugabe refusait l'aide alimentaire, notamment des États-Unis, parce qu'il y avait des OGM dans le maïs. C'était un maïs OGM qui était envoyé par les États-Unis, et ça, il n'en voulait pas. Et donc, la situation alimentaire était très tendue. Ça s'est un peu amélioré quand même depuis. Voilà pour le Zimbabwe, d'où on est parti. Comme vous l'avez constaté dans le premier cours, celui sur les milieux naturels, le paysage essentiel dans cette zone tropicale plutôt sèche, c'est le paysage de savane, c'est-à-dire un paysage formé de hautes herbes avec des arbres pas très hauts et qui sont éparpillés sans que ça fasse une véritable grande forêt. Et donc l'attrait touristique principal de cette zone, sur l'est de l'Afrique jusqu'au Kenya plus au nord, c'est évidemment les réserves naturelles avec la vie animale notamment, qui fait que beaucoup de touristes occidentaux comme nous viennent pour y voir les animaux qu'on n'a pas chez nous, les girafes, les éléphants, les lions que j'ai jamais vus, j'ai pas vu un seul gros chat en Afrique, pas plus que j'ai vu d'ours en Amérique, je suis maudit, les zèbres, etc., etc. Voilà, de paysage de savane dans lequel moi je me souviens que j'avais très peur de marcher parce que les herbes étaient tellement hautes, j'étais persuadé que j'allais marcher systématiquement sur ou la vipère du Gabon ou sur le mamba noir, qui sont les deux serpents les plus venimeux de la région, et j'avais beaucoup de mal à quitter la voiture et les chemins balisés pour ne pas tomber dans les herbes sur ces serpents venimeux. Voilà, donc le Zimbabwe par
exemple, mise une partie de son économie sur le tourisme, moins fort que d'autres pays, vous l'avez vu sur la carte, sur le tourisme dans le PIB. Et généralement, le tourisme est contrarié, surtout dans les périodes de crise politique. Ça peut être, à l'époque, nous, c'était les tensions autour de cette réforme sur les terres dont je vous ai parlé, et que les tensions étaient un petit peu fortes à l'intérieur, même si c'était pas très dangereux. Aujourd'hui, ça peut être, par exemple, pour le Kenya, toutes les attaques de Daesh et des groupes, peut-être pas Daesh, mais des groupes islamistes qui se posent à cet endroit-là, qui menacent les touristes, et donc ça, pour l'économie des pays qui vivent en partie du tourisme, c'est un problème. Au-delà des réserves naturelles, le Zimbabwe dispose aussi de deux autres atouts touristiques importants. Le premier, c'est les Victoria Falls, les chutes Victoria, sur lesquelles vous avez eu dans les deux classes un exposé à partir du dossier documentaire du manuel, et qui traitait des problèmes du tourisme à cet endroit-là. Donc c'est les plus hautes chutes du monde, et puis je ne vais pas y revenir parce que vous avez déjà eu deux exposés là-dessus. Et puis il y a aussi un deuxième élément touristique particulier au Zimbabwe, et qui est le site archéologique du Grand Zimbabwe, Great Zimbabwe en anglais, qui est un site qui date du Moyen-Âge, 11e, 13e siècle africain, et qui a l'intérêt de montrer qu'au Moyen-Âge africain, enfin l'équivalent du Moyen-Âge européen, il y avait des ensembles politiques larges, des royaumes, et pas seulement un ensemble de petites tribus. Et quand les Européens sont venus coloniser l'Afrique, ils se sont opposés parfois à des véritables empires, comme par exemple au Congo, et qui ont empêché la conquête facile de l'Afrique par les Européens. Ça n'a pas été si facile que ça, mais ça c'est votre programme de l'an prochain. Du Zimbabwe, nous étions passés au Botswana. Vous avez vu sur les cartes, notamment de l'IDH, que le Botswana a un niveau de développement plus élevé que ses voisins, presque comparable à l'Afrique du Sud, quand même pas, mais plus supérieur en tout cas aux voisins du Zimbabwe. Ces richesses sont minières, on l'a vu sur une des cartes. Il s'est enrichi, je crois, avec le commerce de l'or. Qui fait que, par exemple, dans les cartes sur l'immigration que vous avez vues, alors nous on a beaucoup travaillé sur l'immigration vers l'Afrique du Sud, on a plutôt fait ça dans le cours que vous me rendez, mais il y a aussi de l'immigration, par exemple, du Zimbabwe vers le Botswana, qui est un pays plus riche qui se trouve à côté, et il y a une forme de racisme, je m'en souviens très bien, des habitants du Botswana par rapport aux gens du Zimbabwe, dont ils pensent que, évidemment, c'est des gens qui leur sont inférieurs, c'est un peu des pouilleux, vous voyez, qui viennent prendre le travail des vrais Botswanais, enfin tout ce qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde. Ça existe aussi, évidemment, en Afrique australe, selon les niveaux de développement des pays les uns par rapport aux autres. Voilà. Le Botswana, l'image que vous voyez, c'est l'image du delta de l'Okavango. Le Botswana est également ouvert au tourisme, mais de manière très différente de ses voisins, la Namibie et le Zimbabwe. Le Botswana, qui est un pays de riches, enfin un pays plus riche que les pays à côté, c'est pas du tout un pays de riches, imaginez pas l'opulence, a misé plutôt lui sur un tourisme de luxe. Alors il a sur son territoire quelque chose qui je crois est assez unique au monde, qui est le delta de l'Okavango, qui est un fleuve qui au lieu de se jeter dans la mer, se jette en quelque sorte dans la terre. Imaginez un fleuve comme le Rhône. Vous voyez, le Rhône fait un delta avant de se jeter dans la Méditerranée. Là, il faut imaginer une espèce de delta qui se finit simplement par immersion, infiltration dans la terre. Et donc, vous avez une espèce de grande zone marécageuse au bout du fleuve, qui est évidemment un lieu extrêmement favorable à la biodiversité. C'est un peu comme s'il y avait la Camargue sur une très grande zone, mais dans un climat tropical. Vous voyez le genre ? Et donc ça, c'est évidemment très très intéressant pour le tourisme, sauf que le Botswana a décidé de ne pas se lancer dans le tourisme de masse. Plutôt que de dire on va faire venir plein de gens qui vont nous rapporter plein d'argent, ils ont décidé de dire on va faire venir peu de gens qui vont nous rapporter plein d'argent, c'est-à-dire qu'on va réserver le tourisme à des gens très riches. Et donc, par exemple, pour aller voir le delta de l'Okavango dans son cœur, là où il y a les plus grosses richesses en termes de biodiversité, en fait, vous pouvez pas y aller comme vous voulez, il faut prendre un hélicoptère ou un petit avion qui vous ramène dans des lodges de luxe, etc. Autant vous dire que nous n'en avons pas vu la couleur, c'était trop cher pour nous, et on a fait de la pirogue dans les roseaux autour, mais on n'a pas vu toutes les merveilles que vous avez peut-être pu trouver en cherchant sur les sites des agences de voyage à propos de l'Okavango. Si vous voulez faire ça, il faut avoir quand même mis beaucoup d'argent là-dessus. Voilà pour cette partie du Botswana.
Le Botswana a aussi sur son territoire une partie du désert du Kalahari. Dans le premier cours sur les milieux naturels, il fallait travailler aussi sur les climats arides. Et donc, par exemple, là, c'est un endroit où on n'est plus en tropical sec, on est en zone aride, avec très peu d'eau pendant l'année. Et alors, par contre, il ne faut pas imaginer un désert comme le Sahara, un grand désert de dunes de sable. C'est plutôt des zones très plates, dans mon souvenir, avec quand même une végétation résiduelle, des petits buissons, des petits arbustes, etc., qu'on trouve tout le long. Ça peut faire penser à certains aspects des États-Unis. Les grandes routes droites aussi font penser aux États-Unis. Je vous recommande la conduite de nuit sous le magnifique soleil étoilé avec les lumières pas trop allumées de la voiture, parce que de toute façon il n'y a personne, en écoutant un très beau disque du genre Pink Floyd Dark Side of the Moon. Ça passe très très bien dans le Kalahari. Et il y a quand même de la biodiversité, des animaux, puisque je me souviens avoir crevé de trouille en entendant les hurlements des hyènes la nuit à côté de la tente. Nous avions ensuite rapidement traversé l'Afrique du Sud pour rejoindre la côte est de l'Afrique. Dans mon souvenir, on est passé à Pretoria, la capitale, et pas à Johannesburg, la plus grande ville. La société sud-africaine, je ne sais pas si c'est encore le cas, je pense que oui. À l'époque, c'était de très loin la plus violente et la plus tendue des sociétés de cette région, puisque vous savez qu'il y a eu l'apartheid. On n'a pas beaucoup eu le temps de travailler là-dessus, qui était pendant quasiment un siècle un système qui séparait les Noirs et les Blancs, avec une dictature de gouvernement blanc sur toutes les populations noires du pays, qui a duré jusqu'à ce que Nelson Mandela prenne le pouvoir à la fin des années 80, après des élections. Et malgré cette entre guillemets libération, les divisions entre les blancs considérablement plus riches en moyenne et les noirs considérablement plus pauvres en moyenne, même s'il existe une bourgeoisie noire et des prolétaires blancs, sont toujours très fortes. Et ça se sent dans les relations, dans le fait qu'il y a beaucoup de délinquance. Je crois qu'à l'époque, il y avait une loi qui autorisait à griller les feux rouges si on se sentait pas en sécurité, c'est-à-dire si on se sentait menacé par quelqu'un qui allait vous attaquer avec votre voiture. Il y a une règle du code de la route qui disait vous avez le droit de griller le feu rouge et de passer le feu rouge dans ces conditions. Il y avait plein de boîtes aux lettres partout où on pouvait dénoncer des gens qui auraient commis un crime, etc. Voilà, on n'avait pas très envie de rester en Afrique du Sud pour ces raisons-là, et donc on est passé au Swaziland. Mais vous ne trouverez pas le nom Swaziland sur les cartes de votre manuel, parce que le pays a été récemment rebaptisé Eswati, qui est le nom d'avant la colonisation. Et le Swaziland, vous le voyez sur la photo, c'est une zone montagneuse, un milieu naturel montagneux, tropical. Ça peut faire penser par exemple à Madagascar, je pense, en termes de paysage, qui est la propriété d'un roi, en fait, une famille royale qui possède ce bout de territoire et en a fait un pays. C'est un peu comme Monaco en plus grand, avec la différence, dans mon souvenir, c'est que autant l'économie de Monaco repose sur les casinos et le blanchiment d'argent dans les banques, autant là, c'est plutôt, si vous voyez le paysage, la production de marijuana pour une bonne partie de l'Afrique sur les collines de cette zone montagneuse s'appelle le Drakensberg, qui nourrit en souterrain l'économie du pays, autant que je m'en souvienne. Voilà pour le Swaziland. Et enfin, le dernier pays que nous avons visité sur la côte est de l'Afrique, pour finir en mode plus vacances à la plage, était le Mozambique, qui, contrairement à tous ces autres pays voisins où on parle anglais couramment aujourd'hui, n'est pas une ancienne colonie britannique, mais c'est une ancienne colonie portugaise, ce qui lui vaut le nom de Petit Brésil. Un peu comme le Brésil est une colonie portugaise, mais aussi pour le type de vie qu'on y trouve. On pense à la plage, etc. Voilà, c'est pas seulement la langue qui explique qu'on parle de Petit Brésil. Et là, c'est un pays, vous avez vu sur les cartes que c'est le pays le moins développé de la région. Je crois que le Mozambique fait partie des pays les plus pauvres du monde, qui s'explique en partie par la longue guerre civile qu'il y a eu dans les années après la décolonisation. Il y a eu un régime pseudo-communiste qui s'est installé et qui a été victime ou qui a dû subir une opposition et une guérilla. Et donc on trouve encore beaucoup de gens, on voit beaucoup de gens avec un membre en moins, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont été minés. Et donc on voit les traces de la guerre
sur les bâtiments, etc. dans ce pays-là. C'était il y a 20 ans, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Et sinon, par contre, le Mozambique, c'est un pays avec des plages, de la mer, etc. Je me souviens qu'on a vu un dauphin qui nageait à côté de nous. Là aussi, c'est un animal qui m'a fait peur. Je suis vite sorti de l'eau. Et puis voilà, c'était pour finir sur une note qui fait plus penser aux vacances. J'espère que vous aurez l'occasion de visiter cette région un jour. Je ne sais pas comment on fera pour prendre l'avion sans aggraver le réchauffement climatique dans les temps qui viennent, mais c'est sympa de voir d'autres régions du monde. Et sur ce, pour ce que je ne vois plus dans les travaux de volontariat du mois de juin, je vous souhaite de bonnes vacances.